Alexandre le Grand, les empereurs Han de Chine, les Perses, les Arabes et les Soviétiques ont au fil des siècles, tous, sans exception, accordé une grande importance à la région que nous découvrons aujourd'hui. Au cœur d'une Asie centrale généralement aride, nous nous trouvons dans une oasis de fertilité. Entourée de montagnes, la vallée de Fergana se trouve au croisement de 3 anciennes républiques socialistes soviétiques, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. Sur ce territoire de plus de 22 000 km² vivent 11 millions de personnes. Il s'agit de la région la plus peuplée de toute l'Asie centrale. Cette région est la plus riche, la plus industrialisée et surtout la plus fertile grâce à un dense réseau d'irrigation aménagé tout au long du fleuve Syrdarya. Si aujourd'hui nous associons l'Ouzbékistan aux routes de la soie, cela est dû principalement à cette vallée. La situation géographique particulière de Fergana entre l'Europe et l'Asie fait en sorte qu'elle est intermédiaire entre 2 grandes cultures et savoir-faire. L'artisanat chinois et les compétences européennes, et elle en a su en prendre les meilleures parties. La légende raconte qu'une des princesses chinoises se serait mariée à un prince de Fergana et, comme signe de son amour, elle aurait apporté un cocon dans ses cheveux alors que ce secret était bien gardé parce qu'il vendait la soie. C'était l'équivalent de l'or. On vendait 1 kg de tissu de soie, disons pour la même quantité d'or. Ainsi, la Chine accumulait de l'argent et elle ne voulait pas donner ce savoir-faire. La princesse chinoise aurait ainsi apporté ce savoir-faire et les connaissances qu'elle avait au prince local, et elle aurait enseigné tout le processus de fabrication. De par sa position géographique, Margilan fut donc indubitablement la ville la plus importante du pays pour le développement des routes de la soie. Nous sommes dans la fabrique Yogdorlik. 200 ouvriers y travaillent encore de manière traditionnelle afin de produire plus de 200 000 mètres de soie par an. Les touristes de passage visitent Yogdorlik pour ainsi appréhender l'ensemble du processus de fabrication. Behrouz connaît mieux que personne les secrets de la soie, du tri des cocons jusqu'au tissage final. Lorsque vous regardez ces beaux tissus, vous ne pensez pas qu'ils puissent venir de quelque chose comme ça. Donc, ce que je tiens ici, c'est le cocon de soie. Ce cocon est la base de tous les produits en soie et, si vous le regardez bien, en l'étirant, on crée un filament. On a besoin de 70 filaments de ce type pour faire un bon fil de tissage. Ce fil sera alors plus fort que de l'acier. Lorsque les chenilles ont tissé leur cocon, les éleveurs en conservent une partie pour la reproduction. Afin d'obtenir à peu près autant de papillons mâles que femelles, ils en examinent la forme, le cocon mâle étant plus allongé. Tous les autres cocons sont jetés dans l'eau bouillante pour tuer la chrysalide qu'ils contiennent. Afin d'obtenir ce design, tout d'abord, nous devons le dessiner. Une fois dessiné, vous indiquez quelle partie vous souhaitez en jaune, quelle partie vous voulez en rouge, etc. Et vous le mettez sur ce canevas. Au départ, c'est tout blanc, donc lorsque vous voulez mettre de la couleur, vous vous dites « je souhaite cette partie blanche et cette partie jaune ». Et puis après cela, vous la délimitez. En ce moment, ils les délimitent plutôt avec du scotch, mais autrefois, ils utilisaient le fil de soie lui-même pour séparer ces différentes parties. Donc, vous le faites sur toutes les parties et gardez seulement la partie dont vous avez besoin pour la première couleur. Disons que si vous voulez colorier en bleu, vous devez recouvrir les parties qui ne doivent pas être en bleu. Et après, le processus de teinte peut commencer. Les fils de soie sont en train de bouillir. Ils sont colorés manuellement et exclusivement par des colorants naturels comme le brou de noix, des pelures de grenade ou des tiges d'asperges. La vapeur qui s'échappe des cuves en fait un vrai sauna pour les ouvriers. Le tissage ne s'improvise pas. La méthode est le fruit du labeur et de la créativité de générations d'artisans. Un travail entièrement manuel, méticuleux et exigeant.
tout comme ce vinaigre soufflé sur ces fils pour en fixer la teinte. Une autre ville phare de la vallée de Ferghana, où le travail de la soie est présent, est Namingan. Elle reste une ville très traditionnelle et religieuse. Le minaret de la madrasa Moula Kirghiz indique que nous sommes au cœur de la ville. Cette madrasa fut construite en 1910 par un riche magnat du coton originaire de Namingan. À l'intérieur de la cour, nous retrouvons 35 cellules qui autrefois pouvaient accueillir jusqu'à 150 étudiants. Aujourd'hui, ce sont des artisans locaux qui redonnent une nouvelle vie à ce site. À quelques pas de la madrasa, nous retrouvons le vrai cœur de la ville, le Chorzu, qui veut dire centre en ouzbek. C'est aussi le nom du bazar. Ce dernier vaut un détour, ne serait-ce que parce qu'il est la plaque tournante du commerce de la vallée. L'ambiance est animée et c'est un vrai régal pour les yeux, l'odorat et le palais. L'Ouzbékistan connaît toujours une production agricole organique. Ainsi, nous ne trouvons que des produits de saison. Actuellement, c'est la saison des cerises et des abricots. C'est au milieu de cette foule que nous retrouvons Behrouz. Tous ces abricots viennent de Namingan? Oui, tous. Quels sont les meilleurs? Dans ce bazar, vous allez découvrir une tradition très intéressante. Par exemple, cet abricot, 1 kg de cet abricot coûte $1,50. Vous devez toujours marchander et ne pas payer le premier prix donné. Vous essayez toujours de le réduire et là, j'ai pu le ramener à $1 le kilo. C'est une tradition. En Asie centrale, on mange le plus souvent dans les tashai khana, qui se trouvent à proximité du bazar ou sur le bord de la route. Les menus sont systématiquement les mêmes. Brochettes de mouton, soupe, salade de crudités. Cependant, lors de grandes occasions comme un mariage ou une fin de ramadan, un plat incontournable est proposé, le plov. Le plov est un plat traditionnel ouzbek à base de riz, de carottes et de viande de mouton. Mais il existe plus d'une centaine de plovs différents dont les recettes varient selon les régions. La particularité du plov de Ferghana est son riz, car il est noir. Cela est dû à la position géographique de la région, car cette sorte de riz plus foncé provient de la Chine, distante de moins de 100 km. La préparation est simple mais longue. Il faut commencer par faire fondre de la graisse de mouton dans une grande cocotte à feu moyen, puis faire revenir la viande de mouton jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Ajouter l'oignon, puis les carottes, et laisser mijoter 30 minutes avant d'incorporer les épices. Tout le secret est dans le riz et le dosage de l'eau. Ajoutez enfin le riz et recouvrez encore avec de l'eau chaude. Laissez mijoter à couvert jusqu'à l'absorption complète de l'eau. Ce processus prend 1 heure. C'est mon plov préféré. Regardez-le et écoutez-moi. De l'ail. Ce qui rend ce plov différent du reste des régions, c'est en fait qu'il paraît complètement sombre. C'est à cause du riz et cela affecte aussi son goût. Lorsque vous le mangez, vous pouvez donc immédiatement différencier son goût du reste des autres plovs du pays. Ceci est unique à la vallée de Ferghana. C'est une autre partie de la culture de Ferghana, c'est une culture de rassemblement social. On ne discute pas uniquement sur la nourriture, mais on parle aussi de nos vies, avec nos amis qui sont autour. Parce qu'il faut du temps pour cuire le plov. 2 heures, et il faut du temps pour manger un plov. 1 autre heure, donc pendant ces 3 heures, vous socialisez. Vous leur demandez comment leur travail se passe, ce qui arrive dans leur vie. Donc cela crée des liens sociaux. Et la partie la plus importante est que vous mangez tous dans un même plat très large, comme le ferait une confrérie. Et vos relations deviennent alors plus fortes parce que vous le partagez à partir du même plat. Allez, servez-vous. Une fois le repas terminé, Behrouz nous emmène découvrir une autre facette de la ville. Namingan est aussi connu pour ses fleurs. Certains disent même que les tulipes proviendraient d'ici. À ce titre, Tulipe est justement le nom d'un quartier de Namingan. Nous sommes au jardin de Babour. Autrefois, ce jardin portait le nom de Lénine.
mais il fut rebaptisé Babour lors de l'indépendance de l'Ouzbékistan en 1991, en hommage au tout dernier empereur timouride décédé en 1530. Chaque année, la ville organise le Festival des Fleurs, un événement majeur et très apprécié par les familles de la ville. Ce festival des fleurs se déroule sous la forme d'un concours, dans lequel les entreprises locales, les organisations et les associations prennent part. Pendant une semaine, ils doivent créer une composition unique avec des fleurs locales. À la fin de la semaine, les participants présentent leur composition à un jury local et international. Cette année, c'est la composition avec le pan qui a gagné la compétition. L'Ouzbékistan est un pays où cohabite une variété d'ethnies. Une diversité qui se voit aussi bien sur les visages que sur les vêtements et qui varie de région en région. Pour témoigner de cette diversité, Choust, un petit village situé à quelques kilomètres de Namingan, est un bon exemple. Ici, les étrangers sont toujours accueillis par les femmes du village. La tradition veut que ce soit la plus jeune mariée du village qui les accueille. Choust est renommé pour sa fabrication de chapeaux dits dopés. Autrefois, on pouvait deviner l'origine ethnique, régionale, voire le village de celui qui portait le dopé. Par exemple, à Samarcande, il est rouge. Ici, il est vert. Nous commençons par distribuer aux jeunes filles de notre atelier un premier échantillon pour qu'elles commencent à travailler dessus dès qu'elles le reçoivent. Après cela, dans la deuxième phase, elles commencent à attacher le tissu intérieur avec la partie brodée faite à la main. C'est un travail méticuleux. Typiquement, ça prend 1 mois pour confectionner un dopé fait sur mesure parce que tout est fait à la main. Pour faire la partie supérieure du dopé, le papier est utilisé pour lui donner une forme. Puis nous insérons les morceaux de papier à l'aide d'une longue aiguille entre ces deux tissus. La dernière étape consiste à assembler ces deux parties. Il faut beaucoup de patience pour faire un dopé parfait. Mais ce travail apprend aux jeunes femmes à être patientes et disciplinées. Chaque femme met tout son cœur au travail pour que le dopé soit très beau. L'indépendance de l'Ouzbékistan en 1991 a rendu au pays toute sa richesse et ses savoir-faire ancestraux. Espérons que les prochaines générations perpétueront la confection de ces costumes traditionnels, empreints aussi bien de couleurs que d'histoire.